Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Congress of Vienna publié par GMT Games en 2025. Dans cette vidéo, on commence notre playthrough. Mais avant, je vais vous faire un petit tour du propriétaire partiel de la portion militaire du jeu là, pour que vous compreniez quand même un petit quelque chose. D'abord, chaque nation a sa capitale là, qui est un peu considérée out of play, là. Le jeu appelle ça des fois son quartier général, là. Fait qu'on a Saint-Pétersbourg ici, on a Londres qui est ici. Il y a seulement la capitale française dans laquelle il peut se trouver des unités, là. Sinon, puis Vienne est ici, là. Sinon, les autres capitales ne peuvent pas être envahies, là, sont comme immunisées à ça, là, mais on va s'en servir pour garder les troupes en attendant de les déployer sur les différents fronts. J'ai déjà parlé que le board militaire est une série de tracks identifiés par des lettres que le jeu appelle des fronts, justement, qui vont toutes systématiquement converger sur Paris et qui vont toutes systématiquement opposer un bloc ou une armée de la coalition à une armée française. Fait que dans le jeu, ça, c'est un gros crise de bloc qui fait juste identifier que c'est l'emplacement actuel de l'armée russe du Nord. Puis pour savoir ce que contient l'armée russe du Nord, ben, vous avez un holding box qui est ici. Fait qu'en ce moment, j'ai 3 unités russes puis une unité prusse. Là, je dis j'ai ça parce que je rappelle que je joue le russe dans le playthrough, là. Dans l'armée du Nord, le russe a 3 armées russes puis une armée prusse. Ça, c'est le nombre maximum d'unités qui peut se trouver dans cette armée-là. Puis sur ce front-là spécifiquement, puis ça ne changera pas. L'armée du Nord est opposée à l'armée de Elbe, qui est une armée française qui peut contenir un maximum de 10 unités, puis qui a présentement 2 unités dedans. La lettre associée au front de l'armée vous est rappelée dans ce truc-là, là. Et on pourra faire le tour, là, mais l'armée de Silésie, qui est ici avec 3 armées russes, s'oppose à la grande armée. La flèche, je trouve ça bien drôle parce qu'ils appellent ça la grande armée, mais il y a une seule unité dedans en ce moment, au début de la game. Mais elle peut contenir 16 unités, c'est quand même. Ça va devenir éventuellement, je pense, la plus grande armée française, mais disons qu'au début, c'est pas tout de suite. Alright. Maintenant, les spaces comme tels vont contenir le fameux code là, de 2 lettres qui identifie là, c'est un homeland space pour quelle nation. Fait que la Lituanie est un homeland space pour le russe. East Prussia est un homeland space pour la Prusse. Fait que des fois, vous allez avoir des codes là, pour ce que le jeu appelle des nations mineures, là, qui ne sont pas personnifiées par des joueurs nécessairement, là, mais les Prusses qui sont un peu à la solde des Russes là, ont quand même leur home space. Ça va être important pour déterminer, euh, entre autres, là, des bonus au niveau des combats ou au niveau des replacements. Quand il y a des petites silhouettes à l'intérieur d'une space, ça veut dire que, par exemple, tant que le Russe contrôle cette space-là, à chaque tour pair, puis ça vous est rappelé par une petite bande colorée dans le tour, là, tous les joueurs reçoivent des replacements, fait que vous recevez minimalement les replacements qui se trouvent dans votre capitale, dans le cas de la coalition, là, plus les replacements qui sont dans les spaces que vous contrôlez, là, puis qui sont de la couleur d'une nation là, qui est de votre bord, là. Fait que, par exemple, même si le russe piétine Hanover à un moment donné, il y a une petite silhouette bleue ici française, fait que le russe ne reçoit pas un replacement de plus, mais il prive le français d'un replacement en contrôlant cette space-là. Il y a des spaces qui vont être des petits symboles de cartes aussi. Fait que c'est des cartes additionnelles pour la nation qui est imprimée quand cette nation-là contrôle cette space-là. Fait qu'encore là, chaque nation reçoit 10 cartes par défaut, plus le nombre de symboles de cartes de sa couleur essentiellement dans les spaces qu'elle contrôle. Fait que c'est ce qui fait qu'au début, le français contrôle pas mal tout, fait qu'il y a 15 cartes. Mais par exemple, si le russe en venait qu'à prendre la Prusse elle-même, ben, le russe aurait une carte de plus dans les prochains tours, puis le français aurait une carte de moins. Fait qu'on prendrait vraiment ce marqueur-là, on le montrait à 11, on prendrait celui-là, puis on le descendrait à 14. C'est un peu le même principe pour les points de victoire, mais encore là, c'est un petit peu foqué. Fait que si les points de victoire sont écrits dans une certaine couleur, fait que par exemple, si je suis le russe puis je capture la Prusse, c'est écrit 4 VP avec RU en dessous puis de couleur vert, ça veut dire que moi, je monte de 4 VP, mais le français qui contrôlait cette space-là à l'origine perd rien. Versus une space comme Hanover ici, où le chiffre des VP est écrit en noir puis il n'y a pas de code de pays en dessous, ben ça veut vraiment dire le power qui prend le contrôle de cette space-là gagne les VP, puis l'autre perd les VP. Donc là, c'est un double whammy dans ce cas-là. Là, c'est un 6 VP shift
potentiellement entre le russe et le français, là, quand cette space-là va tomber aux mains du russe, là. Fait que pas mal toutes les spaces, en fait, toutes les spaces ou presque, là, c'est pas le cas de Lyon, mais à peu près toutes les spaces ont une valeur de VP. Puis c'est ce qui fait que le français, inévitablement, va quand même dropper au fur et à mesure que les alliés vont ramasser des spaces. Le seul type de terrain qui est pertinent en combat, c'est les montagnes. Fait que c'est tout ce qui est identifié. Fait que certaines spaces ont un genre de petite bande brune avec un petit symbole de montagne. Ça va donner un bénéfice en combat. Tout ce que vous voyez là, qui est en mauve ici, là, puis entre autres, c'est le cas aussi de ce symbole-là, l'espèce de pile de coin ici. Là. Tout ce qui est en mauve, imaginez, c'est des règles optionnelles historiques. On joue avec rien de ça. Au début, on en a plein notre fucking casse, juste avec les règles de base. Là. Mais imaginez-vous donc qu'il y a plein de règles optionnelles historiques, certaines qui avantagent le français, d'autres qui avantagent les alliés. Fait qu'il y a moyen vraiment de grandir en asti dans ce jeu-là. OK, on va dire que c'est ça pour ça, puis on va poursuivre. Fait que là, au niveau du setup, le setup vous indique, bon, évidemment, combien d'armées commencent dans chacune, je veux dire, combien d'unités commencent dans chacune des armées. Il y a au niveau du force pool qu'on a trouvé un petit fuck là, dans le module vassal, le français qui a comme 4 unités françaises de trop dans son force pool. En plus, on peut même pas déliter ces calices de cubes-là. Là. Fait qu'on les a tassés dans un raccoin dans notre game. Là. Puis ça reste comme ça. De toute façon, au début de la game, c'est loin d'être urgent de s'occuper de ça là, parce que le français a comme en masse de stock dans son force pool. Puis c'est ça, la plupart des pions sur les tracks aussi commencent au début, là, mais comme je dis, ça, je suis pas inquiète. Suivez le setup, là, puis vous serez pas dans le trouble. OK. La toute première affaire qu'on fait quand un tour commence, c'est qu'on tire ce que le jeu appelle la carte de situation initiale du tour. Puis ça, c'est un petit deck spécial qui se trouve, non pas ici, mais bien là. Et puis déjà là, il y a quelque chose que je trouve de très intéressant dans ce jeu-là, c'est-à-dire que là, fait que ça, il y a une carte pour chacun des tours, fait qu'il y a 10 tours dans le jeu, fait qu'il y a, dans le fond, à la limite, il aurait pu avoir juste 10 cartes dans ce deck-là, that's it. Ce que le jeu a fait, c'est que le jeu vous a donné une carte que le jeu appelle historique, où est-ce que vraiment, ce qu'il va avoir sur la carte, c'est pas mal fidèle au timing. Fait que, par exemple, le premier tour, c'est mars-avril 1813. Fait que la fameuse carte que le jeu appelle la carte A, qui est la carte historique, va vraiment vous donner là, un setup, euh, une situation initiale qui est très fidèle à ce qui s'est passé historiquement dans cette année-là puis dans ces mois-là. Mais le jeu vient aussi avec deux autres cartes alternatives qui appellent la B et la C. La B qui avantage un petit peu plus la coalition, puis la C qui avantage un petit peu plus le français. Puis vous avez le choix quand vous partez une game, vous pouvez dire on y va full historique, fait que fuck les cartes B puis les cartes C, fait que là vraiment vous allez avoir juste les 10 cartes A, puis aucune déviation à l'histoire. Ça donne une game évidemment plus prévisible. Quelqu'un qui est habitué même à la limite où c'est très légal, là, quelqu'un peut checker puis dire bon ça va ressembler à quoi la situation initiale du prochain tour, il n'y a pas de surprise dans ce cas-là. Nous, on a décidé au vote d'y aller avec un petit peu plus de chaos. C'est écrit dans les règles, c'est correct. Puis c'est pas tout le monde qui était d'accord, je pense, mais en tout cas, c'est ça qu'on va faire pareil. Fait que là, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez la carte A, B, C. Dans le fond, à chaque fois que vous arrivez au début d'un tour, essentiellement, vous allez tirer une carte aléatoire entre la carte A, la carte B puis la carte C. Fait que vous savez pas si vous allez pogner la variante historique, la variante qui avantage plus la coalition ou la variante qui avantage plus la France. Fait que c'est ça qu'on a fait dans notre cas, fait que ça va être un petit peu plus chaotique, un petit peu moins prévisible. En passant, j'ai comparé les cartes. Il n'y a pas de changement dramatique d'une carte à l'autre. Fait qu'effectivement, la carte C va avantager juste une petite affaire plus le français, mais c'est pas genre vous regardez une carte, puis hey, tabarnak, puis vous regardez l'autre, puis vous dites, mais c'est complètement, complètement différent. C'est de petites variantes historiques que ça va ajouter juste pour pimenter la chose. OK. Fait que voici, nous avons pigé la carte C1. Ça veut dire que c'est une carte normalement qui avantage un petit peu plus le français. Puis là, vous allez tout faire. Chaque power a un truc de sa couleur, là, mais normalement, il n'y a pas de décibels. Ouais, il y a quand même.
Puis ça peut être... Fait que, normalement, vous n'avez pas trop de décisions à prendre, je pense, là-dedans. En tout cas, genre, il n'y en a pas dans celle-là, ben, là. Fait que vous pouvez, la personne qui a tiré la carte, dans ce cas-là, c'est moi, peut pas mal tout faire qu'est-ce qu'il y a sur la carte d'un bout à l'autre, même s'il y a des affaires d'une couleur en particulier, vous allez voir que bien souvent, je me fais diriger, puis je me fais dire fais ci, fais ça, puis j'ai pas trop de décisions à prendre. Mais c'est très flavorful. Fait qu'on est en mars-avril 1813, la Russie envahit la Pologne et occupe la Prusse. Fait que ça dit d'abord placer les deux issues de military up russes à une distance de 2 sur la traque nationale du russe. Fait que la traque nationale du russe, c'est celle-là. Quand ça dit de le placer vis-à-vis d'eux, 2, c'est cette case-là ici. Fait que là, vous allez me voir prendre ces deux issues-là, puis les crisser ici. Fait que petite note sur cette table-là, encore là, pour ceux qui n'ont jamais joué à Churchill, je vous avais promis que je ne vous laisserai pas tomber. Alors ça, imaginez vraiment une table de négociation avec chacun des leaders assis. Puis, tu sais, là, on se tire la couverte. Là, tu sais, autant quasiment, on allait dire, là, c'est presque littéral comme expression, là. Mais, tu sais, là, on met des choses sur la table de négociation, puis après ça, là, on se chicane. Bon, du Chris, c'est moi qui devrais faire ça, puis c'est moi qui devrais m'occuper de ça, puis de quel droit tu te mêles de ça, puis tout ça. Puis chaque leader tire sur ces affaires-là. Fait que mécaniquement, comment ça marche? C'est que vous avez un paquet de issues qui sont ici. Certaines vont être en jeu, d'autres ne seront pas en jeu. Certaines commencent au milieu de la table, d'autres commencent déjà avec un petit avantage en faveur d'une nation. Mais quand va venir votre tour, vous allez pouvoir jouer une carte de votre main qui va avoir une certaine valeur pour tirer sur un issue. C'est vraiment le cas de le dire, tirer sur un issue. Le issue pourrait déjà être de votre bord, il pourrait être sur la table, il pourrait être sur la traque de quelqu'un d'autre. Vous allez bouger d'un certain nombre de cases égales à la valeur de la carte que vous avez jouée, en essayant de le ramener sur votre bord. Ben, en essayant, en fait, vous allez le bouger au maximum, il va transiter par le milieu de la table, après ça, il va s'en aller sur votre bord. Puis quand la poussière retombe à la fin, quand on a fini de s'ostiner, on a fini de se chamailler, autrement dit, au bout de 6 rondes comme ça, où les gens débattent puis tirent sur des patentes puis tout ça, on va voir les détails dans une autre vidéo, là. Mais chaque camp va gagner les issues qui sont sur son bord. Fait qu'au final, ça n'a pas d'importance. L'issue peut être à 1 sur votre bord ou elle peut être à 5 sur votre bord, à 6 ou même directement sur votre leader. Au final, ça veut dire que vous allez avoir gagné le issue. C'est juste qu'évidemment, plus il est loin sur votre bord, moins c'est tentant pour un autre joueur de tirer dessus, parce qu'à la limite, il va tirer dessus, puis il réussira peut-être même pas à le ramener jusqu'au centre de la table. Et là, pour l'instant, on fait le setup. Fait que là, il y a déjà ces deux issues-là qui commencent là. Ça m'indique ici, j'ai pas d'action à prendre pour tout de suite. Si jamais la Russie est sélectionnée quand on va rouler sur cette table-là ici, qui appelle ça la table de l'environnement initial, qui est une autre patente, je reroll. Puis ça, c'est bad pour moi. Puis ça, c'est une des raisons peut-être pourquoi la carte C avantage le français. C'est que si jamais j'ai une chance sur 6, mais n'empêche, si jamais je roule la Russie sur cette table-là, je dois reroller une fois. Après ça, si je suis sur mardeux puis je repogne la Russie, je suis correct. Mais sinon, dans le fond, ça donne l'occasion aux autres aux power autres que la Russie, de me faire un petit finger, puis de me faire un petit fuck you, puis de dire haha, parce que c'est bon d'être roulé sur cette table-là, vous voulez ça. OK? Je vous dis ça juste pour l'instant, on va s'en tenir à ça, là. Mais cette ligne-là, comme telle, c'est un inconvénient pour le russe, là. Puis je vais chercher Blucher et je le place dans ma main. Ça, c'est bon en tabarnak parce que Blucher, c'est une très bonne carte. Fait que je vais la chercher directement dans le deck puis je le mets dans ma main. Puis quand je vous disais qu'il y a des petites variations historiques, je pense que j'ai checké les 3 cartes de mars-avril 1813, puis Blucher s'en vient systématiquement dans la main du russe, là. Fait que c'est pas comme si, oh my god, Marco, t'as été chieux, t'as réussi à ramasser Blucher. Puis on verra en temps et lieu qu'est-ce qu'il fait, mais d'avoir une carte de plus dans votre main, une carte de votre nationalité en plus, là, c'est bon en tabarnak, là. Fait que je m'en vais le chercher dans le deck. Et c'est fait. Bon, là après ça, l'Autriche commence sa mobilisation. On place le issue de recrutement autrichien sur la table. Alors lui, dans ce cas-là, cet issue-là commence, mais elle commence directement sur la table. C'est up for grabs. Elle n'appartient pas en ce moment à personne. Évidemment, ça a le temps en masse de changer. L'Autriche reçoit une ressource additionnelle. Chaque power commence avec un certain nombre de ressources par défaut au début du tour. C'est 3 pour l'Autriche, 6 pour la France, 5 pour le Britannique, puis 3 pour le Russe. Fait que ça dit l'Autriche reçoit une ressource additionnelle de plus. Il y a des petits marqueurs pour ça. On y met une ressource de plus dans son pool.
Aucun joueur ne peut prendre le issue de l'armistice pendant la phase de diplomatie. Fait que l'issue de l'armistice spécifiquement, on va la prendre et on va la mettre de côté. Elle ne peut pas être sélectionnée par personne. En temps et lieu, on va voir que les joueurs peuvent sélectionner des issues de plus que ceux qui ont été dictés par la carte de situation initiale, mais l'armistice ne peut pas être choisi dans ce tour-là. La Grande-Bretagne, pas sûr que Frank est d'accord, mais la Grande-Bretagne accepte d'armer d'armer une armée, c'est le cas de le dire, là, russe et prusse. Fait que je place un issue d'aide financière britannique à une distance de 1 sur la traque russe. Fait que moi, je commence avec un autre issue de mon bord de l'aide financière britannique. Imaginez-vous donc. Et ça, c'est quelque chose qui est bon pour moi, pas bon pour le britannique. Puis, on place une flotte directement du pool de flotte dans la box de la guerre de 1812. Fait qu'une autre petite flotte s'en vient ici. Un total de 2. Ensuite, Napoléon commence la création de la nouvelle grande armée, fait qu'on place une unité française à Paris. Et les 3 issues suivantes, le recrutement français, la Suède en guerre et l'Italie sur une distance de 1 sur la traque française. Fait que tac, tac, tac. Puis là, ouais, c'est vrai, ça c'est le moment où je me trompe, je l'écris sur la traque britannique, là, mais en fait, ils s'en vont ici. Ces 3 issues-là. Fait que moi, je commence avec 3 issues de mon bord, le français commence avec 3 issues de son bord, l'autrichien puis le russe ont rien. On place un US Military Up Marker dans la guerre de 1812. Le jeu nous indique que si jamais le français retraite sur les fronts A et B, en fait, pas qu'il retraite, il withdraw. S'il withdraw consciemment sur les fronts A et B, là, il doit retraiter de 2 spaces. Fait que Napoléon veut rien savoir si de retraiter, en gros, c'est ça que ça veut dire. Là. Puis on va avoir un +1 DRM sur les 2 jets qu'on va faire sur la table de l'environnement initial. Et ça, c'est positif pour le français. Ça, je pense que c'est peut-être une autre petite affaire qui avantage le français dans la carte C, là. Mais le français veut que ces dés-là roulent le plus haut possible. Les 2 dés qu'on va brasser ici, là, il y a un dé comme pour la colonne, puis un dé pour la ligne. Là. Dans les 2 cas, le français veut que ce soit le plus haut possible. Fait qu'on va venir, ça va me prendre un petit peu de temps pour le trouver, là, mais on va venir chercher un petit marqueur. Le voici. Fait que ça, essentiellement, de le colisser directement dans cette boîte-là, ça veut dire pour sûr, c'est même pas entre les mains des joueurs, c'est sûr et certain qu'on va résoudre une fois euh, la guerre de 1812. Parce qu'il y a des tours, des fois, où si ce marqueur-là n'est pas là, c'est au choix du français ou du britannique de décider s'il décide de mettre cet issue-là sur la table, puis de tirer dessus, puis de dire oui, on va aller se battre là-bas. Fait qu'évidemment, le camp qui est avantagé va avoir un gros avantage à y aller, ou quelqu'un qui veut que ça finisse cette crise de guerre-là. Mais là, dans ce cas-là, la situation initiale nous dicte vous allez vous battre là. Dans ce cas-là, américain à la solde du français versus britannique, peu importe que vous le vouliez ou non. Fait que, à bon entendeur, salut, ça veut dire que le britannique et le français ont d'affaires à renforcer ces patentes-là là, pour essayer de torcher l'autre puis de progresser de leur bord sur cette track-là. Fait que voilà, puis là, cette carte-là, après, on la garde pas loin, là, parce qu'il y a quand même bon, pour l'environnement initial, il y a quand même des instructions qui nous sont données. Mais dans le cas de cette carte-là, une fois qu'on va avoir roulé sur la table d'environnement initial, là, on peut se torcher avec, on peut la crisser aux poubelles. C'est plus utile, puis on va pouvoir progresser. Fait qu'au début de chaque tour, vous allez révéler cette carte-là. Dans notre cas, c'est complètement random. Fait qu'au prochain tour, ça se peut qu'on révèle la carte historique, la carte qui avantage la coalition ou encore la carte qui avantage le français. C'est random parmi les 3 cartes à chaque tour. On suit les instructions. Ça place certaines issues, ça place certaines unités, ça nous enligne un petit peu sur à quoi va ressembler le tour. Puis là, on est prêt à continuer la progression. C'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo. Manquez pas la suite, c'est très intriguant. À plus.